Et nous enchaînons avec Enjeu Patrimoine. Nous allons continuer à explorer ensemble les différentes façons de préparer sa retraite, ou en tout cas les différentes questions à se poser pour préparer sa retraite. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Catherine Peillonic. Tout d'abord, bonjour Catherine Peillonic. Bonjour. Vous êtes directrice générale d'Epsens et dans un instant ensemble, nous ferons un focus sur le PER entreprise, puisqu'on parle souvent du PER dans cette émission, mais au global, du PER individuel aussi. Mais nous allons faire un focus aujourd'hui sur ce PER entreprise avant de parler d'autres manières de préparer sa retraite avec vous. Mais juste avant, nous avons le plaisir d'accueillir également Sonia Elmlinger. Bonjour Sonia Elmlinger. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice générale de Social Care Consulting. On va commencer avec vous, Sonia Elmlinger. Le sujet de la préparation à la retraite est revenu sur le devant de la scène depuis la réforme des retraites qui a beaucoup fait parler, si on peut le dire ainsi, en France, et qui aura au moins eu pour mérite de questionner un petit peu tout le monde sur la manière dont ils ou elles préparaient leur retraite. Est-ce que vous constatez aujourd'hui que c'est un sujet qui est peut-être plus traité qu'il y a quelques années en lien avec la réforme ? Oui, tout à fait. Il y a eu tellement de communication. Il y a eu aussi plein d'événements au niveau de la réforme des retraites. Donc, ça a favorisé le questionnement des clients. En se disant, bien sûr. Moi, j'ai 40, 50, qu'est-ce que je vais avoir à la retraite ? Donc, forcément, on a eu vraiment beaucoup de questionnements. Et puis après, il y a la réforme. Il y a eu un allongement de la durée de cotisation. Il y a eu aussi le passage de 62 à 64. Donc, les personnes souhaitent savoir combien ils vont avoir à la retraite. Est-ce que leur carrière, si elle a été coupée, est-ce qu'ils vont avoir des décotes ou est-ce qu'il va falloir par la suite faire des cumuls emploi-retraite. Enfin, il y a beaucoup de questionnements. Oui, et puis alors sans revenir sur le côté politique, comme il y a eu beaucoup de choses annoncées sur lesquelles on est revenu ou autre, il est peut-être parfois un petit peu difficile de se positionner sur comment concrètement je vais pouvoir organiser ma retraite. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On fait un bilan, on regarde un petit peu à date les années durant lesquelles on a travaillé, ce en quoi on peut avoir droit en compensation. Et ce que dit la loi à l'heure actuelle, même si ça peut évoluer dans les années qui viennent ? Oui. Alors, l'idéal, c'est de faire un bilan, une étude retraite. D'accord. Donc d'abord, on va vérifier toute la carrière en globalité, voir s'il y a des erreurs. S'il y a des erreurs, les corriger le plus vite possible. Parce que c'est assez compliqué malgré tout. Si vous avez travaillé à l'étranger, qu'il faut aller récupérer des trimestres ou même aller faire de la spéléologie dans votre cave pour retrouver bien sûr, des documents. Les stages, les alternances. Les stages, le service militaire. Les erreurs, ce seraient des erreurs au niveau de ce qui est enregistré déjà au niveau des caisses de retraite. D'accord. Carrière. D'accord. Donc d'abord, on fait la vérification. Après, on fait éventuellement le recalcul. On va calculer la date de départ à la retraite en l'optimisant au maximum. Si vous partez à 63, 64, 65, 66, 67 à taux plein, d'accord. Quel sera le montant de votre retraite ? Et ensuite, on va essayer de trouver des solutions pour optimiser. Donc ça peut être des solutions type rachat de trimestre ou effectivement, ça sera peut-être intéressant de faire du cumul emploi-retraite. Vous avez travaillé 5 ans au Brésil, il va falloir aller récupérer parce qu'il y a une convention entre le Brésil et la France, donc vous allez pouvoir reprendre ces trimestres et donc faire une carrière complète, même si les cotisations ne seront pas évidemment prises en compte, puisque bien sûr, ça a été cotisé au Brésil. Mais en tous les cas, on pourra rajouter des trimestres. Et puis ensuite, ça peut être également de la retraite complémentaire, comme les PER, l'assurance vie, l'immobilier, parce qu'on va s'apercevoir que ça va être une peau de chagrin. Justement, avant de faire un focus peut-être sur le PER entreprise, il y a beaucoup de mauvaises surprises quand on fait le bilan de sa retraite, de personnes qui anticipaient peut-être avoir un meilleur niveau de vie à la retraite et qui se rendent compte que va falloir compenser quelque part. Toujours. Toujours, oui. À 100%. D'accord, oui, ok. Les gens surestiment ce qu'ils pensent avoir parce qu'effectivement, les dernières années, ils ont plutôt bien cotisé et ils pensent, là j'étais encore vendredi avec un avocat, il me disait mais j'ai regardé mon relevé, je vais avoir même pas 3 000 €, donc il était complètement paniqué. Et on a une idée de la proportion entre, sur une base 100 de ce qu'on a réellement à la retraite ? Autour de 30%. 30% de son revenu, de son dernier revenu, c'est son revenu à la retraite. Dans les bons cas. Vaut mieux donc cotiser sur un PER entreprise, Catherine Peillonic. Tout à fait. Vous ne croyez pas si bien dire. Alors, le PER, on en parle beaucoup. Ça fait 4 ans qu'il existe, depuis la loi Pacte, si je ne dis pas de bêtises. Il permet
il est assez similaire à un contrat d'assurance vie, même s'il n'est pas tout à fait pareil. La loi Pacte a permis... Alors, il existait avant, bien sûr, en tout cas, les solutions existaient avant, mais la grande nouveauté, par exemple, du PER a été la possibilité de sortir en rente ou en capital. On parle beaucoup dans cette émission du PER individuel, mais il existe également un PER entreprise. Alors, expliquez-nous quelle est sa différence à ce PER entreprise. Alors, le PER collectif, comme son nom l'indique, ce sont les salariés qui en bénéficient, donc pas tous les Français, hein, encore faut-il être salarié et être dans une entreprise qui a mis en place des dispositifs d'épargne salariale. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la plupart des grands groupes, de ce qu'on appelle les entreprises de taille intermédiaire et même les grosses PME ont quasiment toutes des dispositifs d'épargne salariale. Et vous n'êtes pas sans savoir non plus que nous attendons incessamment sous peu la promulgation de la fameuse loi dite de partage de la valeur, qui fera en sorte que, et là je résume extrêmement de façon très, très forte le propos, qui fera en sorte que les entreprises de 10 à 50 salariés soient dotées d'au moins l'un des 4 dispositifs, qui est soit une prime de partage de la valeur, ce qu'on appelle la PPV, soit d'une participation, soit d'un intéressement, soit d'un abondement. Donc l'un de ces 4 dispositifs sera obligatoire pour ces entreprises de 10 à 50 salariés. Ce qui fait que le but, c'est d'embarquer ces entreprises, puisqu'il faut savoir qu'on est à moins de 20% d'entreprises de moins de 50 salariés, au moins un dispositif d'épargne salariale, y compris la retraite. Alors effectivement, je vous corrige, ce n'est pas la loi Pacte qui a mis en place le PER co, le PER collectif, donc pour la retraite, ça existait déjà. En gros, l'épargne salariale, c'est un plan d'épargne d'entreprise avec des tas de possibilités de déblocage en fonction de vos... à la fois accident, mais aussi choses heureuses de la vie. Le mariage, mais aussi le divorce, la naissance du 3e enfant, etc. etc. Le PERCO, ça avait la vocation de vous accompagner jusqu'à la retraite et de ne pas pouvoir être débloqué avant la retraite. Avec la loi Pacte, vous avez eu 2 choses principales qui ont été mises en place avec le PERCOL, le PER collectif. C'est premièrement... Ce que j'appelle moi PER entreprise, mais c'est le PER collectif, d'accord. Voilà. Donc, il plaît beaucoup, puisque vous avez 140 000 entreprises qui, aujourd'hui, en sont dotées sur 340 000 qui ont un dispositif d'épargne salariale. Donc, le PER collectif, c'est soit une transformation d'un PERCO précédent, soit la mise en place ex nihilo d'un PERCOL. Et donc, la différence par rapport au PERCO, c'est un déblocage pour un achat de résidence principale, qui n'était pas prévu jusque-là. Donc, vous pouvez débloquer sans attendre la retraite avec le PERCOL. Et vous avez aussi une possibilité, dont on voit qu'elle est quand même pas mal utilisée par les gens, évidemment, qui sont imposés, de faire des versements volontaires, déductibles, à hauteur d'un certain niveau de votre revenu net imposable, un niveau, somme toute, assez significatif. Et alors justement, rentrons sur ce sujet, parce que l'heure tourne, il y a la stratégie et la gestion de son PER collectif. Alors effectivement, il y a des versements qui sont effectués par l'entreprise. Et ensuite, on peut prendre la main quelque part sur ce... Prendre la main quelque part tout le temps. Vous pouvez faire vos versements volontaires, soit dans un but de déductibilité, soit tout simplement parce que vous souhaitez économiser pour votre retraite. Vous avez un abondement qui, le plus souvent, est fait par l'entreprise. Donc l'abondement, c'est une somme donnée, quelque part, par l'entreprise. L'intéressement, la participation peuvent aller sur un PERCO si l'entreprise a mis en place ce PER collectif. Donc vous pouvez avoir un PE, mais de plus en plus, vous avez des entreprises qui ont aussi le PERCO, parce que la préoccupation de la retraite, comme disait Sonia, elle est juste maintenant, très, 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 très étendue. Et donc on a tout intérêt à utiliser cet outil quand l'entreprise le met à disposition. Absolument. Et vous avez aussi tous ces jours de congé que vous n'avez pas le temps de prendre parce que vous êtes sans arrêt à faire des interviews. Eh bien, ces jours de congé, dans le PER collectif. Alors pas tout, vous n'avez pas le droit de toucher, à vos 4 semaines de jours de congés payés légaux, mais vous pouvez mettre la 5e semaine et ou des jours de RTT ou des jours autres dont vous pouvez bénéficier. Et donc, ce sont des jours épargnés et sur lesquels vous n'allez pas payer d'impôts. Donc, plutôt que de monétiser ces jours-là ou de les perdre, tout simplement, si votre entreprise a un compte épargne-temps, vous pouvez passer tous les ans 10 jours de ce compte épargne-temps sur votre PER collectif. C'est intéressant parce que moi j'avais plus des questions sur ensuite les choix d'investissement au sein d'un PER collectif, mais en fait c'est même pas le sujet. Le sujet c'est déjà comment utiliser l'outil. Sur le choix d'investissement, n'allez pas, s'il vous plaît, vous êtes sur du long.
Évitons, je pense, quand même le monétaire. Le monétaire, sauf si vous voulez effectivement acheter votre résidence principale, ou là, vous avez prévu de sortir avant. Il vaut mieux être effectivement très très prudent. Si vous envisagez de placer à 40 ans pour un horizon de 20 ans, les marchés financiers, on le voit, quand bien même il peut y avoir des vicissitudes, des aléas, sur le long terme, il vaut mieux placer sur des actifs un peu plus risqués. Bon, je retiens tout de même deux choses. Un, faites un bilan retraite. Mieux vaut avoir la mauvaise surprise le plus tôt possible. Et ensuite, ne sous-estimez pas l'importance d'un outil comme le PER collectif. Merci beaucoup Catherine Peylonic, directrice générale d'Epsens. Merci également Sonia Elmlinger, directrice générale de Social Care Consulting. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP.